L'Institut est né d'une volonté politique et d'une initiative qui partait du Premier ministre, Lionel Jospin, lequel a demandé, par l'intermédiaire de Jaugois, qui était directeur d'études à l'école et en même temps membre de son cabinet, lequel a demandé donc à Jaugois de voir si l'école avait les ressources nécessaires pour créer un institut travaillant sur le monde musulman. Et ça tombait très bien pour nous parce qu'on avait en effet plusieurs chercheurs et enseignants sur le Maghreb, sur le Moyen-Orient, sur l'islam en Afrique, sur l'islam en Inde, etc., sur le monde turc. On m'a demandé d'élaborer un projet rapidement. C'est Jacques Revel qui présidait l'école à l'époque et qui me l'a demandé. Et en quelques semaines, après réunion avec des collègues de Paris 1 et les gens que nous avions à l'école même, nous avons élaboré un projet qu'on a dû déposer au printemps 1999. Et quelques mois plus tard, l'accord est venu d'en haut, donc, et on nous a donné les ressources, les locaux, le personnel qu'il fallait pour lancer l'ISM, de manière assez généreuse, je dois dire, et inattendue, parce qu'il s'est révélé que parallèlement, Chevènement avait mis en place un groupe avant même l'initiative de Jospin. Il y avait un projet concurrent, qui était celui que portait Jean-Pierre Chevènement au nom du ministère de l'Intérieur. Et c'était essentiellement un projet de formation d'imams. Le projet plus large que Jean-Pierre Chevènement, comme beaucoup de nos hommes politiques, entretenait déjà et entretient depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire le projet de formation d'un islam français. Et j'avoue que je n'ai pas été, malgré mon extrême sympathie pour Jean-Pierre Chevènement, je n'ai jamais été très convaincu par ce double aspect. D'abord, considérer l'islam comme une religion, l'islam avec un I minuscule, comme ont l'habitude de le dire les spécialistes de l'islam désormais, hein. Considérer l'islam comme religion, alors qu'à mes yeux, c'est une civilisation. C'est beaucoup plus large qu'un donné religieux. C'est l'islam avec un grand I, comme l'écrivent aujourd'hui les spécialistes de l'islam, c'est-à-dire que c'est la civilisation musulmane qui m'intéressait et dont l'étude, je crois, peut être véritablement utile à éventuellement l'intégration des musulmans dans notre pays, dans des sociétés occidentales. L'école a été assez généreuse, puisqu'elle a mis en place une équipe dont Jocelyne Gillet a été un des piliers pour la gestion de notre équipe. Il y avait aussi Catherine Duby, la fille de l'historien, mais qui allait suivre les publications si on en avait. On nous a donné des locaux. Et puis, l'école nous a accordé une chaire sécable. Du moins, le ministère nous a accordé un budget pour une chaire sécable. Ce qui m'a plu, vraiment plu beaucoup, et il faut bien dire, il faut qu'il y ait du plaisir dans une activité aussi prenante, voire écrasante que celle qu'on peut avoir à la tête de l'ISM, d'une institution comme celle-là. Ce qui m'a plu beaucoup, c'est l'ampleur du champ géographique, du champ historique, du champ cognitif que l'ISM a couvert presque immédiatement. Ce qui m'a plu en particulier, c'est cette ouverture vers ce qu'on avait l'habitude d'appeler les islams périphériques, et dont les 20 dernières années en particulier ont prouvé qu'ils étaient de plus en plus des islams centraux. Il y a eu des résistances sérieuses, d'abord parce que le projet était piloté par l'École des hautes études en sciences sociales, c'est-à-dire quelque chose pourquoi le monde universitaire français a une immense révérence, indiscutablement, mais aussi une très grande méfiance. Entendons que, pour faire simple, le reproche qui était fait à l'ISM, c'était de rassembler à la fois l'excellence académique, l'excellence intellectuelle et le soutien de l'État
Donc, le cas échéant, des crédits particulièrement massifs. En gros, l'idée, c'était que cette institution qu'on était en train de créer allait dévorer l'ensemble de la recherche sur l'islam. Ce qui n'a naturellement pas été le cas, mais chez beaucoup, en particulier chez les arabisants. Nous avons rencontré une autre résistance à laquelle nous ne nous attendions pas. C'est que j'ai demandé rendez-vous aux ambassadeurs de chacun des pays musulmans qui étaient représentés en France. Et à ma grande surprise, je n'ai été reçue que par les représentants du Liban et de l'Afghanistan. En fait, ceux de l'Afghanistan étaient déjà en exil dans des locaux qui faisaient penser à un décor de Visconti. Et ils m'ont reçu très aimablement, mais en même temps, ils ne pouvaient rigoureusement rien me proposer. Et les pays arabes, pour les pays arabes, les ambassades ont provoqué une réunion de leurs conseillers culturels ou des ambassadeurs, je ne le sais pas, mais où ils ont décidé de ne pas soutenir l'Institut. Pour ce qui est de la place de l'isme à l'école, ça a été un peu plus compliqué. On a beaucoup réfléchi quand je suis arrivée avec Jean-Philippe Bras sur le rôle, la fonction et surtout les statuts de l'isme. Et d'ailleurs, ça a été repris ailleurs et ensuite par Pascal Boresi notamment. Cette réflexion a été poursuivie. Mais disons qu'on avait du mal à saisir quelle était la place de l'isme. Et en fait, l'isme a eu des difficultés à faire sa place. Et je crois que c'est vraiment le centre, enfin, ou l'Institut, qui s'est fait lui-même cette place. Mais elle n'était pas donnée dès le départ. Nous y avons été aidés par l'investissement très fort, très actif d'un certain nombre de titulaires de l'EHESS. Il y a évidemment Hamid Bozarslan qui, après avoir été à la direction de l'ISM, a été au bureau de l'école. Et puis Nathalie Clayer, François Pouillon, qui ont été des soutiens indéfectibles de l'ISM et qui ont assuré cette transition. On peut aussi citer des gens qui étaient au CNRS, mais qui étaient aussi très présents à l'école, notamment le groupe Islam périphérique, qui avait été un des noyaux durs de l'ISM dans les premières années de fonctionnement. Et je citerai donc les noms de Sacha Popovic, de Marc Gaborio, qui avait été à l'origine de ce groupe, et Elisabeth Alès, qui a été très très active jusqu'à son décès prématuré. L'identité de l'ISM au sein de l'école était une question récurrente. D'ailleurs, est-ce que l'ISM était une institution de l'école ou dans l'école? C'est une question qui circulait de manière régulière et qui a pu être posée de manière assez forte quand se renégociaient les contrats quadriennaux ou quinquennaux de l'école. Quelle était l'identité de l'ISM dans l'école? Cette identité, elle était un peu incertaine au départ. Ça n'était pas un centre de l'école au sens traditionnel du terme. L'ISM n'avait pas de chercheurs en poste. Et donc, qu'est-ce que c'était que cette institution? Elle a suscité certaines suspicions liées en partie aux conditions de sa création en 1999 avec une initiative politique. Et puis, deuxième point, qui a créé parfois des difficultés et des malentendus, c'est le positionnement autour des aires géographiques et culturelles. Alors, ceci a pu entraîner chez certains chercheurs, chez certains responsables, une hésitation. C'est un débat un peu récurrent dans l'université sur la pertinence de construction de structures autour d'aires géographiques et culturelles. Et donc, on a vu donc des incertitudes sur l'image de l'ISM qui d'ailleurs reflètent les difficultés à parfois faire bien le départ entre
d'un côté, je dirais, les sciences sociales, de l'autre, la théologie, et encore de l'islamologie, qui est quelque chose qui est entre la théologie et les sciences sociales. Et de ce point de vue, l'arrivée du CNRS dans le label de l'ISM a été une bonne nouvelle. L'ISM était dans un statut incertain. Il était question d'obtenir une reconnaissance sous une forme ou une autre du CNRS. Le CNRS n'a jamais voulu. Quand je suis arrivé, j'avais fait une tentative vaine. Et puis le CNRS s'est mis à créer des GIS pour regrouper des thèmes de recherche et pour reprendre un peu la main aussi dans les centres de recherche autour de thématiques fortes. Et donc il y a eu l'idée de créer un GIS concernant le monde musulman. J'ai été contacté à ce sujet. Et je dois dire que j'ai trouvé ça un peu délicat. Je ne voyais pas très bien comment les deux structures s'articulaient. Et je n'étais pas convaincu non plus qu'il fallait rajouter encore une structure à ce qui existait déjà. Un des dossiers qu'on a eu à gérer lors de notre codirection avec Bernard Héberger et Nathalie Bernard-Maugiron a été la création du GIS Monde musulman, qui potentiellement pouvait être une catastrophe pour l'ISM, puisqu'il y avait une possibilité d'une institution concurrente faisant à peu près ce qu'on essayait de faire à l'ISM. Et l'idée qu'on a développée, et je crois qu'on y est relativement bien arrivé, c'est d'essayer au contraire de créer une synergie utilisant ce GIS pour essayer de nous rapprocher du CNRS, et c'est ce qui finalement a amorcé le début de la création d'une unité mixte de services qui s'est fait durant le mandat suivant, mais justement en essayant d'utiliser, je dirais, les contraintes administratives au mieux pour non pas qu'elles nous ralentissent dans notre travail, mais au contraire nous donnent des nouveaux moyens, concrètement accueillir au sein de l'ISM la personne en charge du GIS, et ce qui a élargi notre réseau et renouvelé un peu aussi nos champs d'études. Le CNRS avait déjà pris contact avec le HESS pour manifester son intérêt pour l'ISM plusieurs années auparavant, et le HESS avait répondu par un non. En 2014, des contacts avaient été repris par le CNRS avec Stéphane Dudoignon, et finalement, ce sont les attentats de 2015 qui ont accéléré le processus, parce que, comme directeur de l'ISM, je demandais des moyens supplémentaires à l'EHESS que l'école était incapable de donner. Eh bien, j'ai rencontré la direction, enfin c'était François-Joseph Roudjou à l'époque, du CNRS pour commencer à envisager un rapprochement entre le CNRS et le HESS et la transformation de l'Institut en UMS, en unité mixte de services, avec deux tutelles, le HESS et le CNRS. Le processus a été très long parce qu'il a fallu vaincre les réticences de l'EHESS qui avait peur de perdre son bébé. C'est donc en septembre 2016, finalement, au bout d'un an et demi de négociations, que l'UMS 2000, Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, l'UMS 2000 a été créé avec le CNRS et le HESS comme partenaires. La création de l'UMS a d'abord permis un renforcement de l'équipe, puisque cette UMS, EHESS, CNRS a permis d'obtenir des postes de titulaires de la part du CNRS, et il me semble que cette dynamique a incité le HESS à titulariser les postes qu'il nous accordait et qui étaient plutôt jusque-là en CDD. On a beaucoup bataillé pour ça et je suis assez contente du résultat. Pour les collègues d'abord qui étaient dans des situations de précarité qui nuisaient beaucoup à leur travail, et pour l'Institut aussi, puisque ça permet d'envisager le travail dans le temps long et que les projets qu'on lance soient suivis du début à la fin par les mêmes personnes. Donc ça renforce beaucoup la structure. Le CNRS décide de créer, à l'issue de ces attentats, un réseau thématique pluridisciplinaire intitulé « Islam et chercheurs dans la cité », qui est dirigé dans un premier temps par Nadia Marzouki et qui est adossé à l'ISM, et qui vise à interroger ou à s'interroger sur les manières de travailler sur l'islam dans le contexte actuel des attentats et de l'islam radical.
Et évidemment, ça pose des questions. Et donc, il y a un groupe de chercheurs relativement important, de jeunes chercheurs qui se réunissent et qui travaillent pour savoir comment on protège ces données, comment on travaille en confiance dans des milieux sensibles. Un des gros changements, c'est l'adossement de plus en plus important de projets à la structure UMS. Et le travail qu'on a essayé de faire, c'est d'articuler au mieux ces projets aux projets de l'ISM, notamment en faisant intervenir les chercheurs qui travaillaient sur ces projets dans le cadre des conférences publiques, mais aussi en créant des séminaires en lien avec ces projets et des tables rondes ou des colloques en lien également avec ces travaux de recherche adossés, notamment les liens entre la recherche et le monde des médias, entre la recherche et les pouvoirs publics, ce genre de thématiques, notamment avec le RTP, donc le réseau thématique pluridisciplinaire Islam et chercheurs dans la cité. Le projet pédagogique présentait plusieurs volets. Premièrement, étant à l'école des hautes études, nous allions offrir des séminaires avec tous les directeurs d'études ou maîtres de conférences qui étaient déjà recrutés à l'école. Donc on formait des doctorants. À l'époque, le master n'existait pas. On formait les doctorants sur toute une année. Ensuite, on avait 1, 2, 3 écoles doctorales chaque année. Qui n'étaient pas forcément en France, mais qui pouvaient être en Espagne ou au Maghreb. Et dans ce cas-là, avait l'avantage d'attirer aussi des doctorants des pays d'accueil. L'autre encouragement d'ordre pédagogique, c'est la création d'un prix de thèse. L'initiative en revient à Françoise Michaud, qui enseignait à l'université de Paris 1, et qui a dit « lançons ce projet ». Le prix de l'ISM, oui, ça a été un des grands moments de notre codirection avec l'UCED. L'UCED a joué le rôle tout à fait essentiel dans l'institution d'un prix de ce genre, c'est-à-dire qu'elle a réussi à le financer ou à le faire financer. Ce premier prix de l'ISM, qui s'ouvrait en outre à des thèses finies, le cas échéant, depuis plusieurs années. Nous avons eu, je crois, aux alentours de 70 thèses concurrentes. Ce prix de l'ISM a été très largement doté et nous avons donc pu attribuer non seulement des premiers prix, mais des accessites. Près d'une dizaine de thèses ont été récompensées et tout était tout à fait remarquable. La plupart d'ailleurs de ceux qui ont été récompensés sont aujourd'hui aux commandes de nos institutions universitaires dans le domaine islamique. Seul le Maroc nous a soutenus. Le conseiller culturel à l'époque était Mohamed Kanbib, historien, qui était donc un collègue, un ami, qui comprenait bien l'importance de notre projet. Et nous avons obtenu, ou du moins l'État marocain nous a offert une subvention très substantielle qui a permis justement d'alimenter le prix de thèse. Et le roi a même envoyé un représentant tout à fait solennel qui est venu signer une convention avec le président de l'école, donc Jacques Revel. Quand je suis arrivée à l'ISM en 2010, l'ISM organisait une formation doctorale pour des doctorants français chaque année dans un pays du Sud en coopération avec un centre de recherche ou une université du Sud. Et en 2011, c'est à Rabat, au Maroc, qu'a été organisée cette formation doctorale. Et nous l'avons organisée avec le centre Jacques Berck, Baudouin Dupré, qui était directeur du centre Jacques Berck à cette époque, qui nous a mis en contact avec Léon Buskens, qui était à Nisis, aux Pays-Bas. Et Léon Buskens nous a demandé s'il pouvait se joindre à nous pour organiser cette formation doctorale, et c'était tout à fait légitime puisque à Rabat, il y a un institut néerlandais. Donc nous avons organisé ensemble cette formation doctorale de 2011, et l'année d'après, cette coopération a été pérennisée et a pu se poursuivre même après notre départ. À partir du partenariat entre Nisis et l'ISM, on a décidé d'élargir ce partenariat, d'une part à l'Allemagne, à l'Espagne, chaque année un nouveau partenaire, puis à l'Italie. Et en raison du manque de moyens,
réseau naissant a décidé de chercher des financements européens pour pérenniser ces rencontres annuelles. Et pendant 2 ans, de 2016 à 2018, on s'est réunis régulièrement grâce à l'aide de l'ANR, de l'Agence nationale de la recherche, avec un financement de l'ANR. On s'est réunis régulièrement pour monter un projet qui a débouché sur un financement européen de 4 millions d'euros et le recrutement de 15 doctorants répartis dans les différents membres du réseau, Allemagne, Espagne, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Pays-Bas, et qui a démarré le 1er mars 2019, qui s'achève donc en février 2023. En ce qui concerne la jeune recherche, on a relancé en 2016 le prix de thèse qui n'avait pas eu lieu depuis 3 ans. Et à partir de 2016, en plus de la relance du prix de thèse de l'ISM, il y a eu une multiplication des prix de thèse, grâce notamment au travail du GIS, avec lequel on a travaillé vraiment main dans la main sur cette question des prix de thèse. Et ça a permis qu'il y ait un événement annuel autour du prix de thèse. Alors, en ce qui concerne le prix de thèse de l'ISM, et qui se tient donc tous les 2 ans, reste la question du financement, puisqu'il n'y a pas de dotation spécifique pour le prix de thèse, et donc l'argent est pris sur d'autres postes de dépenses, et donc au détriment d'autres activités de l'Institut. Et donc ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est obtenir un financement qui soit stable et pérenne pour ce prix de thèse. L'ISM doit, en principe, dans ses objectifs d'encourager la recherche et de créer une dynamique dans la recherche. Mais l'ISM n'est pas un centre de recherche, ce qui pose un peu un problème. Donc, il est évident que les centres de recherche essayent d'avoir le monopole des projets et la manne des projets. Et l'ISM ne peut pas se mettre en concurrence avec eux. Mais nous avons quand même joué un rôle dans la dynamique de la recherche, je crois. L'ISM est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, les séminaires, des journées d'études, etc. Et donc, très souvent, ce sont des chercheurs qui n'ont pas de statut institutionnel, qui s'adressent à l'ISM, qui demandent le soutien de l'ISM pour monter matériellement des journées d'études, des projets de publication, et pour aussi donner de la visibilité aux thèmes de recherche qu'ils portent. Cela étant dit, quand même, tout le monde a répondu très très positivement. Il y a eu des collègues de série qui ont participé à nos activités. Quelqu'un comme par exemple Alain Diekov a tout à fait répondu à nos appels. Il y a eu des collègues de toutes les universités comme Nadine Picodou ou Jean-Paul Chagnolo qui ont vraiment répondu positivement. On a été aussi en contact avec les collègues en province, à Strasbourg, mais Strasbourg voilà, ne constituait pas, disons, la référence principale, même s'il y avait quand même des gens qui travaillaient sur la Turquie avec qui on a pu collaborer, à Tours également, mais surtout à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, effectivement, l'IRAMEM est devenu pratiquement notre deuxième maison, l'IRAMEM qui était dirigée par Eberhard Kinley, qui a accepté de lancer un projet collectif sur les sciences sociales dans le monde musulman. Au sein de l'ISM, c'était Justine Darclet qui menait ce projet, qui a été quand même extrêmement important. Ça donnait naissance par la suite à un rapport, ça donnait naissance à un ouvrage collectif dirigé par Eberhard Kinley, Guylaine Allom, à Aix, ainsi que par exemple Sylvie Denoy, on était vraiment nos partenaires absolument incontournables dans ces projets. Gilles El-Khani a été l'acteur, d'un point de vue cinématographique, je dirais le réalisateur de quelques grands moments de l'ISM. Le mercredi après-midi qu'on avait passé avec Gamal El-Ritani, la soirée avec Mahmoud Darwish, la cour était pleine. Il y avait 150 personnes ou 200 personnes, et c'était magique. Enfin, Darwish, c'était quelqu'un qui en arabe, en français, en anglais, était ailleurs, quoi, était suspendu dans un petit nuage au-dessus de nous. On avait aussi des conférences. Si je pense à la Palestine, Camille Mansour est venu faire une conférence. Lorsque des collègues publiaient
des ouvrages importants. Nous les avons invités pour présenter leur ouvrage. J'ai le souvenir de Gilles Kepel venant présenter un de ses livres. Mais pour revenir aux écrivains, on a vu venir donc des écrivains égyptiens, libanais ou libanaises, c'était des femmes en l'occurrence, turques, et les spécialistes correspondants en France. Et c'est Gilles Lalkani qui réussissait à réunir ces gens qui venaient avec leur public. Et je crois que ces rencontres ont été extrêmement fructueuses et elles créaient une sorte d'effervescence à l'ISM qui nous réjouissait beaucoup. L'ISM avait déjà montré un intérêt pour les films, évidemment, et pour l'anthropologie visuelle, mais quand je suis arrivée, on a développé avec Jean-Claude Penrad, qui était à la direction de l'audiovisuel à ce moment-là, véritablement un créneau sur l'anthropologie filmique, et on a mis en place ce qu'on a appelé les projections de l'ISM. Donc on projetait régulièrement des films sur les mondes arabes et musulmans, ici d'ailleurs, dans cet amphithéâtre. Par ailleurs, on a mis en place un séminaire collectif qui s'intitulait Pratiques cinématographiques et qui avait pour but de travailler sur la matière visuelle, enfin audiovisuelle. Et on avait développé plusieurs approches parce que, en fait, comme c'était collectif, il y avait une politiste, Agnès de Victor, il y avait 2 historiennes, Chloé Drieux et moi, et puis des anthropologues de l'audiovisuel, à savoir Jean-Claude Penrad et Michel Tabet. L'un des objectifs de l'ISM aussi, c'est de produire un savoir médian, c'est ce qu'on appelle un savoir médian. Ça veut dire produit par les scientifiques, tout à fait fiable, mais en même temps accessible à un plus vaste public, qui soit produit dans l'académie, au sens anglo-américain du terme, et en même temps qui déborde l'académie, qui s'adresse à la cité. Voilà, l'académie qui se met au service de l'agora pour l'informer sur l'islam. Et cela impliquait aussi un programme de formation continue, sauf que dans le domaine de formation continue, on n'arrivait pas à percer. Et on a dit, donc, il faudrait quand même qu'on fasse quelques démarches et aller voir les grandes boîtes françaises qui sont impliquées un peu partout au Moyen-Orient. Total faisait partie de ces grandes boîtes. Total nous a très bien reçus. Ils nous ont expliqué qu'effectivement, ils étaient extrêmement intéressés par l'ISM, par ce qu'on voulait, mais ce qui les intéressait, et c'est à cette condition-là qu'ils pouvaient financer, c'était de voir effectivement où est-ce qu'il va y avoir de la violence et où est-ce qu'il y aura du pétrole. Alors que précisément, on ne voulait pas que le monde musulman, le monde arabe, mais d'une manière générale, le monde musulman, soit associé à cette double dimension énergie et violence. Et dans le train, on a dit, mais pourquoi on ne fera pas notre programme, puisqu'on a déjà un programme provisoire pour la formation continue qui porte sur le monde musulman, les sociétés, les dynamiques sociales, l'histoire, etc. Pourquoi on ne le fera pas en conférence publique, gratuite, accessible à tout le monde? Et on a commencé très rapidement, grâce à Jocelyne Gillet, qui était un peu vraiment la cheville ouvrière de l'ISM. On a contacté la présidence de l'école aussi, qui était Daniel Hervé déjà à l'époque. En janvier 2006, on a lancé un cycle de conférences sur l'islam en général, qui avait lieu au 105 boulevard Raspail, l'amphi. Il fallait donc le remplir. Et on était un peu craintifs au début de rester devant un cénacle très confidentiel. Et on a fait passer une annonce dans Le Monde, dans le carnet du Monde. On était content que Le Monde parle de l'islam, pas uniquement dans la rubrique banlieue, ou attentat ou terrorisme. Et on a... Enfin, j'ai proposé à Alfred Louis de Prémar, que je connaissais un peu, et qui venait de sortir dans la collection Théraèdre, qui était soutenue, de Jean Ferreux, qui était soutenue par l'ISP, de faire la leçon d'ouverture sur le thème de comment entrer dans le Coran. Et on a eu, je ne sais plus, entre 60 et 80 personnes qui sont venues, mais avec l'idée que le Coran était illisible. Et l'objectif de Prémar, c'était de leur montrer qu'il y a des clés de lecture, et je crois qu'il y était parfaitement arrivé. Alors les conférences publiques, nous avons un peu changé le rythme. Je crois que nous avons passé à une conférence mensuelle,
Et la question, c'était chaque année de trouver le bon sujet, le sujet pertinent, le sujet à la fois original et s'adressant à un public large. Alors, nous avons eu la chance, si on peut dire, de vivre les révolutions arabes. Donc là, par exemple, c'était un sujet tout trouvé. Et nous étions un peu seuls sur la place de Paris à traiter systématiquement des révolutions quand elles ont eu lieu. Le public a toujours été honorable, disons, si on se place du point de vue du nombre, nous avons tourné entre 100 et 200 personnes à peu près à chaque conférence, mais le sujet de l'insatisfaction, c'était plutôt le type du public. Donc un public cultivé, mais plutôt âgé, souvent assez fidèle d'une semaine à l'autre. Mais donc justement la question du renouvellement, comment toucher les jeunes, comment toucher même les étudiants de l'EHESS qui étaient très peu nombreux à venir, ou comment toucher les jeunes actifs. Mais je crois qu'en général, toutes les conférences publiques à Paris, quel que soit le sujet, attirent le même genre de public. Il a paru bon de publier ces conférences publiques dans une collection dédiée portant le logo de l'ISM. Cette collection est faite en partenariat avec Diacritique Édition. Le premier volume est paru et d'autres vont suivre. Ça va être une série qui seront comme la devanture de l'ISM pour cette activité importante. Nous avons organisé avec Yves Bichot une université de tous les savoirs sous le thème Islam d'aujourd'hui en 2007. Le but était d'offrir à un large public donc un ensemble de conférences publiques, 14 conférences qui ont été donc prononcées par des spécialistes éminents de l'EHESS et de l'université, qui ont permis donc à plus de 1000 personnes chaque jour d'entendre ces conférenciers dans le cadre de la faculté de médecine, avec une très large diffusion par la presse, dans le métro, ce qui a contribué tout à fait fortement, je crois, à la visibilité de l'ISM et la visibilité de l'ISM à l'intérieur de l'EHESS. Il y a eu par la suite la production d'un coffret et la possibilité d'entendre ces conférences qui étaient soutenues également par France Culture, à travers les réseaux et la toile. Un de nos premiers buts, enfin un de mes premiers buts quand je suis arrivé à l'ISM à l'été 2014, ça avait été de faire renouer l'Institut avec sa vocation initiale d'interface entre d'une part la recherche et l'université, d'autre part la société civile. Parmi les instruments possibles de ce retour à la vocation initiale de l'Institut, il y avait la création d'une collection ou d'une série d'ouvrages qui, complétant celle qui existait déjà et qui adressée essentiellement à un public d'étudiants et de spécialistes, aurait été adressée au grand public. Donc on a mis sur pied ce projet qui a été assez rapidement adopté par les éditions du Seuil, qui nous a permis, à partir de janvier 2017, de sortir un premier ouvrage sur le halal, Invention d'une tradition, par Florence Bergeau-Blaclair, et un an plus tard, un ouvrage par Laurence Louer sur chiisme et sunnisme dans l'histoire, sachant que les thèmes qui ont été retenus, qui ont été catalogués, qui ont été listés pour cette série d'ouvrages relevait en fait tout simplement des questions laissées en suspens lors de nos séances de formation. Bien sûr, il y avait la collection de Théraèdre qui était pour nous extrêmement précieuse. Par la suite, on a pu discuter avec Cartala, donc le lancement de ce projet éditorial. Le premier volume a porté sur la guerre d'Irak et qui a paru mais vraiment quelques semaines avant la guerre de 2003. Mais il nous paraissait aussi important d'être accessible par Internet, sur Internet, être accessible à partir de documents vraiment très légers, des documents qui pourraient être utiles notamment pour les enseignants. Et c'est en partant de cette réflexion qu'on a lancé toute une série de comptes rendus d'ouvrages. Je crois qu'on a dû vers une vingtaine de comptes rendus d'ouvrages accessibles à, disons, aux lecteurs du Monde ou aux lecteurs de Libé, mais aussi tout à fait accessibles au niveau des académies.
livre parce qu'on essayait déjà de négocier avec les académies. Et on a décidé aussi avec notre consoeur, en quelque sorte, ou confrère de l'école pratique des hautes études, de mettre en place des notices, cette fois-ci, qui portaient sur l'islam. Qu'est-ce que le djihad, qu'est-ce que la mosquée, qu'est-ce que le Coran. Et ces notices-là aussi, en leur temps, ont joué quand même un rôle très important en termes pédagogiques. Soraya Alaoui a fait beaucoup d'efforts pour relancer le bulletin et pour le développer. C'est-à-dire, c'était pas seulement donner des informations sur les activités de l'ISM et sur ce qui s'y passait, mais aussi apporter des informations utiles pour les chercheurs, pour tous les chercheurs, et puis notamment pour les jeunes. Et donc, elle a véritablement commencé à élargir le champ des informations contenues dans le bulletin. Et ensuite, ça a été repris, redéveloppé et fait de manière encore plus professionnelle. Nous avons essayé de faire connaître davantage les activités de l'ISM auprès d'un public plus grand que les seuls habitués de l'ISM qui viennent à nos séminaires et à nos conférences. Donc, nous avons refait la plaquette de l'ISM en français et en anglais, pour la diffuser de façon plus large. Nous avons mis l'ISM sur les réseaux sociaux. C'était en 2012. Nous avons ouvert un compte Facebook et Twitter à l'ISM pour diffuser plus largement nos informations et toucher un public différent. J'ai eu aussi comme levier, si vous voulez, pour sortir l'ISM du périmètre du 6e arrondissement, j'ai eu comme levier Hakim El Karaoui, qui était conseiller technique de Raffarin, Premier ministre, et qui était très préoccupé par le devenir de l'islam en France. Il continue encore aujourd'hui, bien sûr, à l'Institut Montaigne, et il m'a commandé en quelque sorte un rapport sur la formation des imams, un rapport plus exactement sur les points d'appui que l'université pourrait offrir à cette formation, ce qui m'a valu d'entrer en contact avec les imams qui étaient en train de générer le Conseil français du culte musulman. C'est évidemment une ouverture très très intéressante pour l'ISM. Et puis aussi, en aval de ce rapport, on a constitué un petit groupe de travail pendant plus d'une année qui devait concrétiser tout ça, parce que moi je n'étais pas un islamologue, j'étais une intelligence de synthèse, si je puis dire, c'est tout. Et ce qui m'a valu de travailler avec Pierre Laurie, de l'IESR, qui était à l'EPHE et à l'IESR, et avec Mohamed Messiri, qui dirigeait un think tank américain enraciné, basé en France, et qui était un zitounien parfaitement bilingue, parfaitement biculturé. Et puis il y avait un Turc dont j'ai oublié le nom, et à quatre, on a élaboré un projet de formation qui a été repris d'ailleurs par l'Université catholique, sans dire d'où ça venait. Dans l'optique d'améliorer le maillage territorial de l'activité, des activités de l'ISM, dans l'optique également de le faire sortir hors les murs de Paris, de la région parisienne et du 6e arrondissement, l'un de nos projets avait été de profiter en particulier de sorties d'ouvrages, des sorties d'ouvrages de la collection Théraèdre ou de la série d'ouvrages publiés aux éditions du Seuil, pour organiser des soirées de présentation à destination de publics extrêmement variés, en région parisienne, certes. Nous avions notamment établi des relations avec l'Institut des cultures de l'islam dans le 18e arrondissement, mais également et surtout en région, en relation avec des institutions locales, bibliothèques en particulier, mais pourquoi pas aussi librairies plus ou moins spécialisées, et en relation surtout et principalement avec un milieu associatif particulièrement riche en région, en particulier dans les grandes métropoles régionales, donc en profitant de sorties d'ouvrages pour organiser des manifestations qui permettent à l'ISM de trouver des publics neufs dans un cadre totalement nouveau. Alors, une des choses qui m'ont également marqué et plu à l'ISM, c'est la possibilité de confronter des regards de témoins avec des regards ou des analyses de scientifiques. Ça a été le cas en particulier lorsqu'on a fait une double présentation d'ouvrages, avec d'un côté celui de Pierre Jox sur la délinquance juvénile, donc ancien ministre de l'Intérieur, membre du Conseil constitutionnel, et un ouvrage de Marwan Mohamed, chercheur au CNRS, sur la sociologie dans les banlieues françaises, les questions d'islam, etc. Et deux choses m'ont marqué à cet égard. La première, ça a été l'extraordinaire
humilité de cet ancien ministre vis-à-vis de la recherche. Il était très honoré d'être là. Et également la capacité et l'intérêt aussi de croiser à la fois un regard de sociologie et un regard de quelqu'un qui a été aux manettes de ces questions politiques. Quand je suis arrivé, je savais qu'il s'agissait dans un premier temps de mieux former, de mieux informer les professeurs du secondaire, et pas seulement par des actions de formation du style université d'été, mais peut-être par d'autres moyens, des journées pédagogiques, des après-midi dans des collèges, dans des lycées. Avec Amit Beaux-Arslan, on s'y employait, on s'est retrouvés à Tours, on s'est retrouvés à Strasbourg. Mais il s'agissait aussi de former des agents de l'État. Ça, c'était le deuxième objectif. Et là, je ne savais pas trop comment faire, même si j'avais des points d'appui auprès des ministères, de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Et là, il y a l'effet chance, l'effet hasard. C'était le contact noué avec Yasmina Daïm, qui était une agente opératrice des recherches de Valérie Amirault portant sur l'islam en Europe, et qui avait déjà des contacts avec Sylvie Roiseux, qui était la responsable de la formation continue du personnel de sécurité, en particulier des commissaires, des inspecteurs et des agents de police à Gif-sur-Yvette. Et là, on a franchi un seuil. Quand on s'est retrouvé devant une centaine de personnes, là, on a eu l'impression quand même qu'on sortait du monde de la société enseignante et qu'on était dans la rue. Les policiers, je vous fais pas de croquis. Deux personnes ont joué un rôle très, très important dans la promotion de ces formations professionnelles, qui sont Yasmina Daïm, dans un premier temps, puis Marie-Hélène Beyle, qui lui a succédé pendant que j'étais directeur à l'ISM. Là, il y a eu une vraie montée, si vous voulez, de l'exercice de cette mission, et qui est une mission importante au regard de la légitimité de l'institution. Nous avons développé nos activités de formation continue grâce au dynamisme de Marie-Hélène Beyle, notamment auprès de la police à Lyon, à l'ENSP. Nous avons également exploré un nouveau secteur qui était les prisons. Plusieurs chercheurs, grâce à cette formation continue, ont pu intervenir dans des prisons. Moi-même, je suis intervenue sur la charia. Nous avons aussi, pendant 3 ans, organisé une session de formation pour les magistrats de l'École nationale de la magistrature dans le cadre de la formation continue. Donc, c'était autour du thème du monde arabe. Nous avons invité plusieurs chercheurs qui travaillent avec l'ISM à intervenir sur des questions touchant pas seulement au droit, mais au monde arabe de façon générale. Et cette formation avait vraiment beaucoup de succès à l'ENM. Et puis nous avons essayé de toucher également un public un peu différent, plus jeune. Et comme c'était les printemps arabes, beaucoup de lycéens, de jeunes, d'étudiants se posaient des questions autour du monde arabe. On en parlait beaucoup dans les médias, donc ça a suscité beaucoup d'intérêt. Et des professeurs du secondaire nous ont invités à intervenir auprès de lycéens dans des lycées pour parler de ce qui se passait dans le monde arabe, de ces révolutions. Donc nous avons pu leur envoyer quelques chercheurs spécialisés en sciences politiques qui ont pu intervenir et dialoguer avec ces lycéens. Pour moi, je crois que le plus intéressant, c'était avec la police. Parce qu'il y avait une très forte motivation du côté de la police, des participants au stage de formation. Et il y avait aussi quelque chose d'original que l'ISM apportait par rapport à ce que les policiers attendaient. C'est-à-dire que les policiers sont dans la technique. Comment retracer les réseaux d'argent sale dans les milieux islamiques. Évidemment, ce n'était pas le rôle de l'ISM de répondre à ça, c'était au contraire de donner une vision plus générale des sujets et des sociétés musulmanes.
Et c'était exactement ce que les responsables de la formation du côté de la police attendaient de nous. Nous avons eu un peu plus de difficultés avec l'éducation nationale, qui est une forteresse, qui est un appareil très compliqué. Déjà, les partenaires, pour organiser quelque chose, il y avait plusieurs responsables, plusieurs niveaux de responsabilité, donc ce n'était pas facile à mettre en place. Pour essayer d'améliorer les choses et mettre de l'huile dans les rouages, nous avons fait rentrer des inspecteurs de l'éducation nationale au conseil scientifique. Et c'est vrai qu'ils ont joué un rôle, ils ont été motivés par ce que nous faisions. Donc ça, c'était vraiment bien. Et nous avons quand même eu des bonnes expériences avec les enseignants du secondaire. Peut-être là, on voyait la nécessité, qui, je crois, a été développée par la suite, des instruments pédagogiques. Les professeurs d'histoire-géographie, en particulier, mettent des cours en ligne et des choses comme ça. Donc il y avait tout un volet qui apparaissait, mais que nous étions incapables à ce moment-là de prendre en charge. La formation continue, ça a été aussi un moyen pour moi de découvrir une sorte de choc des cultures, celle qui nous sépare, nous, universitaires, du milieu des entrepreneurs. On a eu un certain nombre de contacts pour essayer de développer cette formation continue auprès d'entreprises travaillant dans des pays d'islam. Et on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait une sorte de méfiance réciproque entre, d'une part, ces entrepreneurs qui attendaient de nous des décisions ou une aide à la décision opérationnelle et qui avaient du mal à comprendre le temps de la recherche, ses doutes, ses nuances. Et d'un autre côté, les milieux universitaires qui étaient assez craintifs à l'idée de voir leurs travaux utilisés pour justifier des décisions, des investissements dans des pays dont les dirigeants étaient parfois peu recommandables. Daniel Rivet et moi-même, nous sommes arrivés à la direction de l'ISM tout de suite après le 11 septembre. Mais le 11 septembre, ce n'était pas uniquement l'événement. Le 11 septembre, c'était aussi la décennie, donc la décennie de guerre. On appelle cela vraiment la décennie de guerre américaine et israélienne, parce que tout de suite après le 11 septembre, il y a eu la guerre d'Afghanistan, l'occupation de l'Irak en 2003. On a tout à fait oublié aujourd'hui la guerre de 2006 au Liban, qui a beaucoup mobilisé aussi l'ISM, puisque moi-même j'étais impliqué dans une campagne de collecte de signatures pour protester contre cette guerre de 2006. Et donc tout ceci nous a obligés, Daniel Rivet et moi, de réorienter quelque peu l'ISM. Cette réorientation a pris une double dimension, une dimension ouverture vers l'Est, donc vers l'Afghanistan et le Pakistan. Donc de comprendre pourquoi ce territoire assez loin finalement assez loin du monde arabe, était devenu un peu le cœur du djihad militarisé dans les années 80 déjà, et par la suite dans les années 90-2000. Dans les années 2000, on constatait un paradoxe, un contraste. Le monde arabe, mis à part l'Algérie, était très largement pacifié, et en même temps, ce monde arabe produisait énormément de violence, et cette violence était en quelque sorte exportée vers les marges du monde arabe. Et l'Afghanistan, mais aussi le Pakistan était un peu le lieu où cette transhumance militaire pouvait s'organiser. Et depuis ce territoire très lointain, cette transhumance militaire réalisait son retour dans le centre au cœur du monde arabe, mais aussi, comme on a vu avec les attentats du 11 septembre, au cœur des États-Unis. Et cela a donné lieu notamment à un ouvrage qui a été dirigé par Jean Schmitz et Amina Mohamed Aref, sur le 11 septembre, qui était l'un des tout premiers ouvrages d'ailleurs de la collection de l'ISM chez Cartella. Et puis une deuxième ouverture, cette fois-ci, c'était par rapport à l'islamologie. C'est vrai qu'au départ, l'ISM n'avait pas pour mission d'étudier, de devenir un institut d'islamologie. Au contraire, l'objectif, c'était d'étudier les sociétés du monde musulman. Mais après le 11 septembre, il nous a paru quand même nécessaire de nous pencher sur les textes. Et Makram Abbas a constitué effectivement un groupe de réflexion sur le djihad tel que cela a été présenté dans le Coran. Daniel Rivet a été effectivement la personne pivot
de la constitution de ce groupe? Je crois que c'est à mi-parcours de notre quadriennat, Amit et moi, donc en 2004, que nous avons pris l'initiative d'un groupe de recherche sur la pensée islamique et sur les textes fondamentaux qui l'accompagnent, qui l'irriguent. Et ce groupe était assez confidentiel, sans être clandestin. Parce que nous savions qu'il y avait des oppositions, des grincements, parce que nous étions, en constituant ce groupe, nous franchissions, soi-disant, une frontière dans le domaine de la laïcité. Je crois me souvenir que l'idée de ce groupe nous a été soufflée par Mohamed Harkoun, avec lequel Amit et moi, nous avions des échanges fréquents et spontanés et très fructueux pour nous. Ce groupe avait comme objectif, entre autres, de produire un savoir ou d'aboutir à un savoir qui soit une réponse à la demande de personnes de culture musulmane, par exemple des étudiants niveau Bac+2 qui s'interrogeaient sur leurs origines, sur la culture religieuse qui les avait habillés au moins enfants. Et notre ambition, c'était on manquait peut-être de modestie, mais c'était de diffuser une réponse qui faisait défaut, selon nous, à quelqu'un comme Tariq Ramadan ou aux intellectuels autoproclamés de l'islam de l'époque. Il nous semblait que là, il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de challenge. On ne répondait pas à ce challenge et que c'était vraiment un travail de l'isme d'occuper cette position, de se demander quels sont les points qui travaillent les musulmans aujourd'hui en France en 2004 et d'avoir ici non pas du tout un savoir médian, mais un savoir de recherche et un savoir qui passe en particulier par l'herméneutique, qui était une discipline tout à fait étrangère à la plupart d'entre nous, sauf à deux ou trois. Je pense à quelqu'un comme Pierre Lori, et ici je voudrais dire combien la contribution de l'école pratique des hautes études et de l'IESR a été importante. Ils étaient mieux armés que nous dans ce domaine-là. Nous étions mieux armés qu'eux dès qu'il s'agissait d'enrichir la réponse avec l'appui des sciences sociales. Quelques mois après mon arrivée, c'était le début du soulèvement en Tunisie. Nous avons décidé d'organiser une table ronde assez rapidement, en janvier ou février, c'était début février. On a organisé une table ronde sur la Tunisie qui a eu énormément de succès. La salle Lombard était pleine, les gens étaient debout dans la salle, il y en avait qui étaient dehors, qui essayaient de regarder par la porte. Et le même jour, ce même soir où il y avait la table ronde sur la Tunisie, on a appris la chute de Moubarak en Égypte. Donc ça a été aussi très important pour tous ceux qui étaient là dans la salle. Et quelques semaines après, on a organisé une table ronde sur l'Égypte pour essayer de comprendre ce qui se passait en Égypte, comme on l'avait fait pour la Tunisie. Et l'année d'après, le cycle de conférences publiques de l'ISM a été consacré aux révolutions dans le monde musulman. Pas seulement dans le monde arabe, mais dans le monde musulman de façon plus générale. Et on est remonté jusqu'en Iran, en 1906-1907, la révolution en Iran, pour donner un peu plus de profondeur et donner des clés de compréhension de ces soulèvements dans le monde musulman. Puis un séminaire de l'ISM aussi a été consacré au développement constitutionnel autour de ces révolutions dans le monde arabe, puisque le droit a vraiment été très important, était au cœur de ces développements. La Tunisie, l'Égypte ont adopté de nouvelles constitutions, d'autres pays ont adopté, le Maroc aussi a adopté une nouvelle constitution, d'autres pays du monde arabe ont modifié leur constitution après 2011. Donc nous avons consacré un séminaire de l'ISM à ces développements constitutionnels. On a organisé en fait, c'était au début des printemps, de ce qu'on appelait les printemps arabes à l'époque, une journée d'études qui a rassemblé des chercheurs qui s'intéressent à l'image et à l'audiovisuel et à l'anthropologie visuelle, et des réalisateurs de films qui avaient participé avec leur caméra d'une manière ou d'une autre à ces révoltes arabes. Et ça s'appelait « Dégage, on tourne ».
Et je crois que c'est vraiment, en fait, la première initiative qui a été faite en ce sens. Donc vraiment, l'ISM était précurseur en ce domaine. Très vite, le premier grand événement qui a eu lieu en 2015, c'est l'attentat contre Charlie Hebdo. Et à partir de là, une demande croissante de la part de la population d'explications. Un gros coup. Et la pression s'est faite très grande. On avait des appels de personnes, les rares personnes qui, dans la population française, connaissaient l'ISM, téléphonaient ou envoyaient des mails en disant « mais on ne comprend pas, il faut que vous nous expliquiez ». Et d'autre part, de la part des ministères qui commençaient à essayer de savoir, enfin, qui étaient un peu surpris que ça arrive en France de la part de Français et qui essayaient de comprendre et qui ont commencé à s'interroger sur les manières de comprendre ce qui s'était passé et qui ont redécouvert l'ISM. L'ISM a été très sollicité sur les questions de radicalisation, déradicalisation, notamment dans le cadre des activités de la formation continue. On a vraiment essayé de sortir de ce langage imposé. Ce qu'on souhaitait, c'est aborder ces thèmes liés à l'islam en mobilisant les outils des sciences humaines et sociales, puisque c'est la diffusion de la recherche au sein du grand public, c'est une des missions de l'ISM. Le terme qui s'impose dans le débat public après les attentats est celui de déradicalisation. Donc les pouvoirs publics, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, direction de l'administration pénitentiaire, veulent faire de la déradicalisation. Et ils débloquent des moyens pour cela. Les chercheurs en sciences humaines, globalement, dans leur grande majorité, contestent la pertinence de ce terme. Donc, au COPIL de l'ISM, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refuse de participer à cette déradicalisation ou est-ce qu'on y participe et comment? Et finalement, on a décidé de faire ce que l'on avait fait pendant plusieurs années, c'est-à-dire des interventions sur la culture, sur l'islam, avec un I majuscule, civilisation plurielle, incluant des juifs, des chrétiens, des non-monothéistes, en se disant que c'est en promouvant une image variée, complexe de l'islam, que l'on obtiendrait ou qu'on serait en adéquation avec les injonctions à la déradicalisation promues par les différents pouvoirs publics.